On va... On va pouvoir commencer à cette dernière partie de cette journée qui a été très riche et très enrichissante. Donc cette dernière partie concernera les ECMO VV de très longue durée. Et dans le programme, on est très heureux d'accueillir le docteur Pinton de Chambrin, qui est représentant de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et qui va nous parler de ces ECMO de très très longue durée. Merci. Bonjour à tous. Merci, messieurs les modérateurs, et merci à l'Arcotova de m'avoir, au Club ECMO Pédiatrique, d'avoir invité un des membres de la Pitié-Salpêtrière pour cette présentation. Alors, il faut juste... C'est celui-là. Ok, donc évidemment, je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Alain Combes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Pour commencer, on va essayer de voir quelles sont les définitions de la présentation du jour. Qu'est-ce qu'une ECMO de longue durée ou de très longue durée ? Quels sont les critères de jugement qu'il faut utiliser pour juger de l'efficacité de cette technique chez les malades et surtout à quel moment les évaluer. On verra que la mortalité à J28 qu'on utilise classiquement en réanimation adulte n'a probablement pas d'intérêt chez cette population. En lien avec le sous-titre de cette présentation, est-ce qu'il y a une différence entre les malades Covid-19 et les malades qui n'ont pas le Covid-19, puisque c'est le sujet actuel. Vous voyez sur la diapositive représenter quelques grandes cohortes d'ECMO adultes. Celle de pic, c'est l'étude César, qui est un essai randomisé, le premier essai randomisé dans l'ECMO véno-veineuse en Australie. Une étude de l'ELSO dont on a beaucoup parlé sur les présentations précédentes, l'essai EOLIA et 3 études d'ECMO. La première de Mathieu Schmitt sur l'expérience de Sorbonne Université, une de l'ELSO et une de l'Île-de-France complète, celle de Le Breton. Vous voyez que dans ces cohortes, on a une durée d'ECMO médiane qui est à peu près la même si on fait abstraction de l'étude de Brogan, qui est aux alentours de 10 à 20 jours, donc vers 15 jours en médiane de durée d'ECMO. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une durée à peu près conventionnelle d'ECMO véno-veineuse, et que les critères d'évaluation qui sont choisis dans les études sont très hétérogènes, puisque vous avez certaines qui rapportent la mortalité à J60, d'autres à J90. La plupart vont se focaliser sur la mortalité intra-hospitalière, et puis il y a quelques études qui se focalisent sur une mortalité à plus long terme, qui a peut-être encore plus de valeur sur ces ECMO véno-veineuses de longue durée. Alors, voici les données qu'on a dans la littérature adulte actuelle sur ce qu'on appelle des ECMO véno-veineuses de longue durée.
Les cutoffs qui ont été choisis par la majorité des études, c'est des cutoffs qui sont à J14, J21 et J28, avec la majorité des études qui sont à J21. Avec des études qui sont, vous le voyez, d'origine assez diverse, encore une de l'ELSO, et qui se focalisent sur la mortalité intra-hospitalière. Très rapidement, on va aller vite sur ces études parce qu'elles ne sont pas d'une grande qualité méthodologique. Vous voyez que 3 d'entre elles rapportent moins de 20 malades qui ont eu une ECMO véno-veineuse de longue durée, plus de 21 jours, que sur ces 3 études, la mortalité intra-hospitalière était relativement concordante avec ce qu'on voit dans toutes les données sur l'ECMO, c'est-à-dire entre on va dire 20 et 40% à la sortie de l'hôpital, et qu'il n'y avait pas de différence entre les malades qui recevaient une ECMO pendant moins de 21 jours et plus de 21 jours en termes de mortalité. L'étude de Paul-Husny, c'est l'étude de l'ELSO, c'est un cut-off qui a 14 jours, et vous voyez que là, c'est comme toutes les études de la base de données, il y a énormément de malades, c'est 4300 malades, avec une mortalité hospitalière qui est un petit peu plus importante, mais qui est aussi à peu près concordante avec ce qu'on peut voir dans l'ECMO véno-veineuse. Et il n'y avait pas de comparaison entre les malades qui avaient une ECMO pendant moins de 14 jours et plus de 14 jours. Les durées médianes, vous voyez dans ces études, on ne les a pas tout le temps pour vous faire sentir la qualité méthodologique, mais elles sont de 22 jours dans l'étude de l'ELSO, et dans l'étude de Kohn, c'était 36 jours de médiane d'ECMO, donc des durées qui commencent à être franchement importantes pour une ECMO véno-veineuse. Une des études qui est peut-être le mieux dans ce qui est publié dans la littérature, c'est une étude coréenne où le cut-off est déjà un peu plus cohérent avec ce qu'on pourrait appeler une ECMO véno-veineuse de vraiment longue durée, c'est plus de 28 jours. C'était 16% de leur cohorte sur 487 malades, avec une particularité, vous voyez, qu'un quart des malades qui avaient une ECMO de longue durée, c'était des pneumonies interstitielles disséminées, donc des malades qui n'ont pas forcément un très bon pronostic. Vous voyez que... excusez-moi, pardon. Et vous voyez que les durées médianes du groupe qui était assisté pendant plus de 28 jours, c'était quasiment 40 jours d'ECMO véno-veineuse, donc là, on est vraiment sur de la longue durée. Avec une mortalité hospitalière et à 6 mois qui était extrêmement importante dans les deux groupes, même dans le groupe de moins de 28 jours, on avait entre 60 et 70% de mortalité à la sortie de l'hôpital, et quasiment 3/4 des malades qui étaient décédés à 6 mois. Dans le modèle de régression multivariée qui a été fait dans cette étude, il y avait une tendance non significative au fait que recevoir une ECMO pendant plus de 28 jours était associé à un mauvais pronostic. Mais encore une fois, c'est une étude qui est un peu particulière parce que cette très forte proportion de pneumonie interstitielle veut dire que peut-être les pratiques ne sont pas exactement celles que, en tout cas, nous, on a en France pour l'ECMO véno-veineuse de longue durée, et laisser prévoir qu'il y allait avoir une forte surmortalité dans ce groupe de très longue durée. Alors, vous avez de la chance parce qu'on vient de terminer un travail dans le service sur cette problématique. C'est la thèse d'exercice de Baptiste Monnier, un de nos anciens internes qui était un de nos soldats pendant le Covid, la première vague, et il a étudié de façon rétrospective une grande cohorte qui était la fusion de 3 cohortes du service. Alors, l'étude Preserve, qui était l'étude qui a permis à Mathieu Schmidt de faire son score de gravité de l'ECMO véno-veineuse. L'étude Lifeguard, qui est une étude internationale qui s'intéressait à comment ventiler les malades sous ECMO véno-veineuse. Et la première base de données du Covid, donc c'est 81 malades pendant la première vague du Covid. C'est des bases de données qui ont été choisies parce qu'il y avait beaucoup de données pré- et per-ECMO, un peu plus que dans les bases de l'ELSO, et sur lesquelles on a analysé le statut vital à J90 et à la sortie d'hôpital. 2 groupes ont été choisis, on a fait le cut-off 14 et on a fait le cut-off 21 jours pour voir quel était le pronostic de ces malades. On a exclu les malades qui n'avaient pas des données qui étaient complètes. Et puis, donc, on s'est intéressé à des critères de jugement secondaire, mais dont je n'aborderai pas parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Le flowchart de cette étude, vous voyez 573 malades sur la cohorte complète des 3 études. Lorsqu'on est au cut-off de J14, on n'a plus que 37 malades qui sont ventilés assistés pendant plus de 14 jours. Et vous voyez déjà qu'on commence à avoir un décrochage en termes de pourcentage des études d'origine, où dans l'ECMO Covid, on a 63% des malades qui sont assistés plus de 14 jours, alors que c'est un peu moins déjà dans les 2 études. Et c'est franchement plus visible à J21, parce qu'on a la moitié des ECMO Covid qui sont ventilés à J21, alors qu'on n'est plus qu'à 20% de l'étude Lifeguard et de Preserve. Donc une totalité qui est 23% des malades assistés sous ECMO véno-veineuse qui vont l'être pendant au moins 21 jours.
La cohorte, c'est une cohorte assez standard, 65% d'hommes, un âge médian qui est aux alentours de 47 ans, un SOFA médian qui est à 10, des malades qui sont comorbides. Les étiologies, elles restent variées, c'est un quart des Covid, un quart de virus autres que le Covid, donc principalement des grippes, et 50% de SDRA d'autres origines, du post-op de chirurgical notamment, de la pneumonie standard. Les durées d'intubation ECMO, elles sont courtes, et les durées médianes d'ECMO, c'est 24 jours dans les malades qui sont assistés plus de 14 jours. Si on regarde l'analyse sur la mortalité des malades qui sont à plus de 14 jours, donc on a 45% de mortalité à J90, avec comme facteur associé à un mauvais pronostic, on s'y attend l'âge, le fait d'être immunodéprimé, ça a été montré dans de nombreuses études, et la PCO2 élevée avant cannulation et le fait d'être dialysé avant cannulation, donc des choses qui sont à peu près standards, et je pense que vous pouvez retrouver en pédiatrie, peut-être pas l'âge. Et par contre, vous avez deux éléments qui sont intéressants comme associés à un meilleur pronostic de ces malades-là, et celui qui nous intéressera le plus, c'est le volume courant élevé à J14. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir déjà récupéré un peu de sa fonction pulmonaire à J14 est associé à un bon pronostic. Et le fait d'avoir un SDRA viral autre que le Covid était associé à un bon pronostic, mais ça on le savait déjà. C'est-à-dire que les grippes qui sont sous ECMO pendant très longtemps, c'est des malades qui vont récupérer. C'est l'expérience de l'ECMO de 2009 lors de la pandémie de H1N1. Et donc, l'élément important à tirer de cette analyse, c'est que lorsqu'on a un volume courant qui est inférieur à 3,5 ml/kg par du poids idéal théorique, à J14, on a un franchement plus mauvais pronostic que les autres malades. Mais vous voyez qu'on peut avoir un volume courant qui est à 0 et avoir un pronostic qui n'est pas si mauvais que ça, parce que ça reste 50% de mortalité. À J21, vous n'avez plus que le fait d'avoir un SDRA viral non Covid qui est associé à un bon pronostic, et disparaît l'élément du volume courant. Je ne vous les ai pas mis, mais vous voyez que tous les autres facteurs, c'était une analyse qui a été poussée sur des facteurs très précis de ventilation pendant les 21 jours d'ECMO ou les 14 jours d'ECMO, ne sont pas associés à un pronostic. Ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour se dire qu'un malade qui va être assisté pendant 14 ou 21 jours va avoir ou non un bon pronostic. Et donc, c'est des discussions qui ne sont pas faciles. Faut-il continuer? Faut-il arrêter l'ECMO? Et on va voir ce qu'on fait, nous, dans le service, parce que la question fondamentale, c'est le potentiel de récupération. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, vous le voyez en fonction des étiologies, que quand on a un SDRA viral lié à la grippe, on a franchement un bon pronostic, même à J21. Alors que quand on a un SDRA viral lié au Covid, on a un pronostic un peu intermédiaire. Et quand vous avez un SDRA d'autre origine, et alors ça c'est un pot pourri de 10 000 indications, vous avez un pronostic qui est moins bon. Mais quand vous êtes à J21 et que vous ne savez pas si le malade, il faut continuer ou il faut arrêter, il faut quand même vous dire que même s'il a un SDRA non viral, il a encore 35% de probabilité de survie, ce qui n'est pas négligeable. Après, c'est une question d'offre, de demande, de moyens qui sont mis à disposition. Nous, on a de la chance d'avoir un pléthore de lits et de moyens pour faire de l'ECMO véno-veineuse, mais ce n'est pas le cas partout. Si on reprend de façon globale la mortalité dans les études que je vous ai présentées, vous voyez que on est très hétérogène. On va de 27% à 70% de mortalité hospitalière en fonction des études, mais que globalement, et dans les dernières cohortes que je vous ai présentées, on a 45-50% de mortalité H90, qui est globalement ce qu'on retrouve dans toutes les études de grands registres. C'était un petit peu moins dans RESP, un petit peu moins dans EOLIA. Mais donc, ça veut dire que le critère de durée n'est pas un critère qui est suffisamment relevant à lui seul pour dire le malade est sous ECMO depuis 14, 21 jours, il a un mauvais pronostic, parce qu'en fait, il y a un grand nombre de malades qui vont pouvoir s'en sortir si on continue. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on prend la décision de continuer ? Vous faites pareil, je pense, que nous. On a un SDRA réfractaire, il est sous ECMO, il récupère, on est super content, on le sevre de l'ECMO et tout va bien. Si le malade ne récupère pas, et là ça devient difficile, on va se poser la question de est-ce qu'on pense qu'à un instant T, à J14, J21, J28, notre malade a encore une possibilité de récupérer. Et si on se dit oui, on va attendre, et puis de temps en temps ça fonctionne.
Je vous présente le cas d'un Covid il y a 1 an. C'est un homme de 29 ans qui n'a aucun antécédent, qui n'était pas gros, un petit peu, mais pas plus que ça, quoi, qui a été hospitalisé en octobre pour un SDRA Covid. Il est intubé le 6 novembre et assez rapidement, à la post-intubation, il a 32 de P sur F, il est mis sur le ventre, il a 70 de P sur F en fin de séance de DV, et donc avant de le remettre sur le dos, on dit qu'on va le cannuler, et donc il reçoit une ECMO véno-veineuse. Ce malade-là, il va rester dans le service sous ECMO pendant 113 jours, avec, vous le voyez, un certain nombre de complications. Il va avoir une BHRE qu'on va lui filer, nous. On lui arrache une dent, il fait 2 réactivations HSV, il a une kératite sur les DV, il va faire 5 infections acquises, 2 pneumothorax, 2 hémothorax, il va être anurique 15 jours sur une thrombose de membrane, il va être en hypoxémie réfractaire pendant des quinzaine de jours, il va avoir des bêta-bloquants, de l'hypothermie thérapeutique, de la sédation, de la curarisation. Il fait une cholangite ischémique dont il n'a pas récupéré. Il a toujours une cholangite ischémique. Aujourd'hui, il se décanule. On a une décannulation par an à peu près dans le service, donc c'était lui. Et il a une déférence du ventricule droit sur une HTAP liée à son SDRA extrêmement sévère qui fait qu'on doit lui mettre une monocanule de Protect Duo qui assiste le ventricule droit en même temps qu'elle remplace le poumon. Il va être sur le ventre, des corticoïdes, trachéotomisé, et pourtant le malade il va même continuer à s'améliorer progressivement. Vous voyez l'évolution de son atteinte du parenchyme pulmonaire, et il fait 113 jours sous ECMO. Aujourd'hui, quasiment aujourd'hui, en juillet, vous voyez qu'il garde une atteinte pulmonaire qui est extrêmement sévère puisqu'il a une DLCO à 30%, il a une altération de ses débits et de ses volumes, et il garde des lésions sur le scanner de fibrose pulmonaire. Mais ça reste un succès. Et donc, de temps en temps, continuer, ça vaut le coup, même très très longtemps, plus de 100 jours, on peut gagner et on peut sortir le malade. Mais de temps en temps, on se dit, à un moment, c'est sûr, le malade, il ne va pas récupérer. Et donc, l'attitude qu'on a, de plus en plus, c'est d'essayer d'emmener ces malades, si c'est possible, vers la transplantation pulmonaire. Cette étude a permis de jeter un pavé dans la mare et de dire que chez des malades qui avaient une pneumonie interstitielle qui était mise sous ECMO en cause d'une poussée de leur maladie et qui n'avaient pas été listés pour la transplantation avant d'être mis sous ECMO, il y avait une possibilité. Vous voyez que c'était 21 malades sous ECMO, il y en avait 8 qui étaient finalement transplantés, donc 4 qui n'avaient jamais vu un transplanteur. C'était à l'époque un tabou pour les greffeurs de poumons de faire ça. On voyait que la probabilité de survie de ces malades, elle était franchement meilleure que ceux qui n'étaient pas greffés, puisqu'ils étaient quasiment tous morts. Et donc, c'était une possibilité. Et il y a des données de Pittsburgh, qui est un des plus grands centres de transplantation au monde, où en 7 ans, ils ont fait 729 transplantations pulmonaires. Ils en ont matché 190 transplantés sans ECMO, non ventilés, avec soit 49 ventilés, soit 49 et sous ECMO et ventilé. Et vous voyez que un des seuls facteurs qui est associé à un bon pronostic du post-transplantation pulmonaire dans cette analyse, qui est un score de propension, ce n'est pas de la randomisation, mais c'était d'avoir été transplanté alors qu'on était ventilé et sous ECMO. Ce qui est un peu bizarre, mais ça veut quand même dire que le fait d'être transplanté alors qu'on a une ECMO, ce n'est pas beaucoup plus grave que d'être transplanté alors qu'on est juste sous oxygène. Et donc aujourd'hui, c'est une attitude que les centres de transplantation sont en train de développer de plus en plus, c'est de transplanter des malades qui sont jeunes, qui ne sont pas comorbides, qui sont sous ECMO et chez qui on n'arrive pas à s'en sortir. Vous avez l'exemple, ce qui est un de nos premiers malades qu'on a fait, c'est 20 ans, un malade pas d'antécédent qui commence à avoir de l'hémoptysie, qui est franchement moins bien, oxygène, ventilation invasive, ECMO pour un SDRA réfractaire. On diagnostique un goût de pasture isolé, donc une maladie immunologique rare qui touche le poumon. C'est un malade qui va lui aussi rester 122 jours dans le service sous ECMO véno-veineuse, qui, vous voyez, fait plein de complications. Et lorsque vous voyez l'évolution de son parenchyme pulmonaire, vous comprenez que quand on est au 25 mai, on se dit « je pense que le malade ne va pas récupérer ». Mais on a un malade qui est trachéotomisé, conscient, qui a 20 ans, on se dit on n'a pas envie juste d'éteindre l'ECMO et de dire que le malade va mourir. Ce malade, il a été greffé. Et le temps qu'il a pris ses anti-rejets, il a vécu pendant, je pense, 5 ans après transplantation. Et puis après, vous connaissez la problématique, il a arrêté ses anti-rejets et il est mort d'un rejet. Donc, l'espoir de récupération, non
la première question, c'est est-ce qu'on peut bridger le malade à la transplantation? Et puis la deuxième, si on pense que le malade ne va pas récupérer, à ce moment-là, on fait un arrêt de soins. Et vous voyez, c'est toujours des histoires qui sont extrêmement difficiles. 52 ans, une dermatomyosite à anticorps anti-MDA5 cet été, 50 jours d'ECMO, anurique, jamais réveillé, infecté, donc non éligible à la transplantation pulmonaire et arrêt des thérapeutiques. Et dans le contexte du Covid, encore pire, en tout cas encore plus difficile, 30 ans, un SDRA réfractaire lié au Covid, en postpartum, une dame qui avait aucun antécédent, et à 46 jours de son Covid, pas de son Covid, à 46 jours sous ECMO véno-veineuse et 80 jours du début de son infection Covid, elle est, vous voyez avec le poumon du 9 septembre, 2 poumons blancs, des dilatations des bronches, elle est anurique, elle a une infection à Achromobacter xylocidans persistante avec une bactériémie soutenue, elle est non éligible à la transplantation, les greffeurs n'en veulent pas, et donc on est obligé de limiter les soins, parce qu'on se dit à un moment qu'on pense qu'elle ne va pas récupérer, mais peut-être qu'on a tort, et peut-être que cette dame, on aurait pu attendre et elle aurait récupéré, mais on ne sait pas. Et donc, au moment où on se juge de la question de est-ce que le malade va récupérer, est-ce qu'on pense qu'il y a encore un espoir, dans le service, souvent ça ressemble à ça, parce que on est tous très différents dans notre équipe. Il y a des gens qui sont plutôt pro-life, d'autres qui sont un peu plus attention, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Et donc, le malade a souvent des avocats au staff où on dit « moi je pense qu'on peut encore attendre ». Et donc on remet 10 jours, 15 jours. On a encore une fois la chance, une vraie chance, c'est qu'on a énormément de lits pour faire de l'ECMO. Et je sais par exemple, pour en avoir discuté avec Adrien Roset qui travaille à Bordeaux, que ce n'est pas la même chose ici et que lui, il n'a pas beaucoup de lits pour faire de l'ECMO véno-veineuse. Et donc un malade qui va rester 100 jours, c'est un malade qui va aussi empêcher d'autres malades d'avoir cette technique. Et donc, voilà, j'ai pas de recette miracle à vous donner sur qu'est-ce qu'il faut faire chez un malade qui a 21-28 jours d'ECMO. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, en conclusion, que ce n'est pas une situation rare, puisque c'est 25% des malades qui sont à peu près assistés plus de 21 jours sous ECMO, que la mortalité globale, elle est comparable, mais donc que probablement faire des études de cohorte et qui soient indépendantes de ce qu'a le malade, c'est un peu difficile parce que chaque cas est différent dans cette situation. Et donc la population et l'attitude qu'on doit avoir, elle est dépendante du malade. Et donc il faut, si vous voulez attendre, avoir une bonne raison de le faire. Et donc c'est des malades jeunes, des malades peu comorbides, qui ont soit un espoir de récupération de la pathologie initiale, soit un espoir de l'amener à la transplantation pulmonaire. Et un des éléments importants chez nous quand même, c'est le concept de la monodéfaillance pulmonaire, notamment dans le SDRA Covid. Quand les malades sont monodéfaillants pulmonaires, l'incertitude, elle est toujours là et elle doit bénéficier aux malades et donc on a tendance à arrêter. Mais quand on a une accumulation de défaillance d'organes, quand on a des infections dont on n'arrive pas à sortir, souvent, même les avocats les plus passionnés pour les malades, à un moment, ils abandonnent. Et donc l'attitude collégiale, c'est la limitation des soins. Voilà, si vous êtes là la semaine prochaine au CAPSO, je serai ravi de vous y voir également. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui pose plein de questions. Dans l'assistant, j'espère qu'il y en a. Moi, j'en ai une par rapport à... Effectivement, on a la même problématique sur les ECMO de longue durée, où effectivement, quand ils sont typiquement comme ça, monoviscéraux, pas d'autres défaillances d'organes, on se dit ça va attendre. Et puis, il y a des cas dans la littérature et des cas qu'on se transmet de centre à centre qui ont récupéré au bout de X jours. Est-ce qu'il y a une durée au bout de laquelle 2 jours, 15 jours, 3 semaines, vous commencez à dire il faut qu'on change quand même de paradigme et qu'on commence à réfléchir à la transplantation pour se dire on va peut-être pas la faire maintenant, mais ça change peut-être la manière de voir le patient. On a parlé ce matin de réhabilitation. On avait été confronté à un patient qui était resté 4 mois sous ECMO et quand on s'était posé la question de la transplantation potentielle, les greffeurs ils nous avaient dit c'est trop tard. Il est déjà trop gravement dénutri, trop gravement atteint. Donc à quel moment vous posez cette question ? Alors, le premier élément, c'est que les données sur la transplantation des malades sous ECMO, en tout cas chez l'adulte, c'est quelque chose qui est vraiment récent et que les équipes de transplantation commencent à s'y mettre. Ce n'était pas le cas il y a même, je dirais, 2-3 ans, mais que maintenant, ils sont OK. Et donc, ils sont en train d'établir des critères pour évaluer le malade. Et effectivement, eux, d'habitude, ils sont très stricts. Et sur le malade qui a une ECMO véno-veineuse et qui est intubé, les critères ils sont encore plus stricts.
Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de parler du potentiel de récupération d'un malade sans savoir quelle est la cause. Si on prend le Covid, on voit qu'il y a des potentiels de récupération des malades qui sont extrêmement tardifs. Et la dernière fois, on a remis une deuxième ECMO à un malade parce qu'il y avait 2 médecins du service qui n'étaient pas d'accord pour ne pas la remettre à un malade qui était en train de mourir. On a parlé à un restaurant. Tout le monde nous a dit « mais vous êtes des fous ». Et le malade, après 40 jours de la deuxième ECMO, il a récupéré, il est sorti de l'hôpital et il est vivant. Donc il y a des maladies qui sont vraiment à potentiel de récupération. La grippe, le Covid. Et donc c'est des maladies où on a tendance à attendre. Le malade dont je vous ai parlé, qui a été sevré au bout de 114 jours, il avait été présenté au transplanteur. Il a fait une biopsie du foie, etc. Et les transplanteurs avaient dit ok, si vous voulez, on peut y aller. Mais on a toujours eu l'impression que le malade s'améliorait. Donc pour le Covid, on va avoir une attitude hyper attentiste très longtemps, tant que le malade est monodéfaillant pulmonaire. Et puis, à un moment, il y a aussi de la lassitude des équipes où on dit c'est plus possible, quand le malade n'est pas très très jeune. Voilà. Donc, il n'y a pas de timing particulier, mais disons que c'est plus un élément qui est dépendant de la pathologie. Le Covid, la grippe, on va attendre très longtemps. Il y a des maladies dont on sait qu'elles sont de très mauvais pronostics. Par exemple, la dermatomyosite anti-MDA5, c'est une maladie rare de l'adulte. On sait que les données françaises, c'est 100% des malades qui ont été sous ECMO et qui n'ont pas été greffés sont morts. Donc aujourd'hui, l'attitude, elle est très simple. C'est-à-dire que le malade arrive et il est intubé, il est mis sous ECMO, il est présenté tout de suite à la transplantation. Donc, ça dépend de la maladie. Et pour ce qui est des maladies virales, on a tendance à attendre très très longtemps. Et quand est-ce qu'on se met à le faire, à présenter au transplanteur? C'est quand il y a un consensus global de l'équipe qui dit que c'est plus possible et que ça ne va pas s'améliorer et que le malade reste monodéfaillant pulmonaire. Et les transplantants, dans ces cas-là, ils mettent une limite en disant au bout de 2 mois et demi d'ECMO, c'est trop tard ou pas forcément? Sur le Covid, on a présenté 5. La dernière dont je vous ai montré, les 2 dernières, on les a présentées, ils n'ont pas voulu. Et sur le Covid, on en a présenté 5 et il n'y en a aucun qui a été greffé. Donc, les transplanteurs, ils restent très durs sur ces indications parce qu'il y a une concurrence de greffons, parce que c'est nouveau. Et Foch, qui a fait le buzz en disant on a greffé des Covid, depuis la pandémie, ils en ont greffé 2. Donc, un petit buzz. C'est un petit buzz. Non, j'avais juste 2 questions très courtes. Est-ce que vous avez l'impression, quand on part sur l'ECMO comme ça longue durée, vous avez l'impression que les circuits tiennent plus longtemps, on a une espèce de stabilité de l'anticoagulation? Enfin, combien de circuits vous consommez sur ces durées-là? Celui qui a fait 122 jours, 5 circuits, ECMO non Covid. On a l'impression qu'avec le Covid... Oui, ça c'est différent. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'en fait on a eu plus de malades qui sont restés beaucoup plus longtemps sous ECMO, qu'on a plus d'expérience et on se dit que les circuits durent moins longtemps, ou est-ce que c'est lié intrinsèquement au fait que les malades sont plus inflammatoires et plus prothrombotiques dans le Covid? Mais il y a des malades, le dernier qu'on a présenté à la transplantation, il a été à J50 et il avait toujours sa cardio-help, ce qui veut dire pour nous être le premier circuit, parce que l'UMAC met des cardio-help et le malade revient avec. Donc il y a des malades qui restent 50 jours avec un circuit, et il y a des malades, au bout de 24 heures, on est obligé de le changer. Donc on ne peut pas faire de dernière là-dessus. Question très courte. Sur les... Je ne l'ai peut-être pas vu dans les tableaux de l'analyse, les patients que vous considérez comme ECMO longue durée au-delà des 21 jours, combien parmi eux étaient déventilés? Déventilés, vous voulez dire extubés? Extubés. Ça c'est pareil. On est encore plus précoce que la transplantation. C'est un gros buzz, hein, la déventilation des malades sous ECMO. La déventilation, en tout cas, en termes de réhabilitation, c'est-à-dire ils sont De notre expérience, déventiler un malade qui a été longtemps sous ECMO, c'est quasiment impossible. Ne pas ventiler un malade en lui mettant l'ECMO vigile, on a réussi, on l'a publié, je pense à le faire chez un malade. Les autres qu'on n'a pas publiés, qu'on a mis en vigile, on a dû les intuber juste derrière, en fait, parce que malgré l'ECMO, en fait, ils ont une telle... en plus, c'est encore pire parce que comme ils sont pas bien sous ECMO, ils ont mal, ils sont en hyper débit, donc ils sont hyper difficiles à oxygéner malgré 10 litres d'ECMO, et donc on est dans des situations compliquées. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas au... le concept de la déventilation des malades sous ECMO, c'est très compliqué. La réhabilitation des malades sous ECMO, ça reste compliqué parce que, notamment dans les Covid, ça reste des malades qui ont une atteinte pulmonaire extrêmement sévère. Vous voyez, quand il y a 2 poumons blancs,
on a des besoins en débit d'ECMO qui sont hyper importants. On a besoin d'avoir 6 litres, 5 litres, 7 litres de débit d'ECMO. Et quand les malades ils sont réveillés et qu'ils font de la réhabilitation, ils ne sont pas bien, ils toussent. Et donc tout de suite, en fait, l'ECMO ne tourne plus. Et donc on est obligé de les resédater, de les curariser. Et ces malades-là qui restent chez nous longtemps, ils reçoivent des quintaux de curare pendant... Il y a des malades qui sont restés curarisés pendant 60 jours de suite. Parce que sinon on n'arrive pas à les oxygéner. Et une dernière question, du coup, ça veut dire que sur des ECMO, chez des patients monodéfaillants, plutôt jeunes, à aucun moment, il y a une interaction possible avec eux au niveau des... C'est très variable. Est-ce que le patient est parfois son propre avocat, en fait, Dans le Covid, c'est très compliqué, de notre expérience. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir sauf quand il est dans la phase de récupération à la fin et que le malade va un peu mieux. Dans ce drap non-Covid, la plupart du temps, en fait, ils sont sevrés, les légionelles, les pneumocoques, ils sont sevrés assez vite. Donc, en fait, généralement, ils sont encore sédatés au moment où ils sont sevrés de l'ECMO. L'exemple du malade qui avait un goût de pasture, à la fin, lui, par contre, il était réveillé, réhabilité. Voilà. Mais c'est très dépendant du malade. On ne peut pas faire de règles. Mais souvent, on a l'impression que domine la difficulté d'oxygénation du malade et donc la nécessité de les garder sédatés. Et après, on a une idée où on s'intéresse à justement la vie d'après. Alors, tu as donné quelques données à 6 mois, mais est-ce qu'on a une idée sur la qualité de vie de ces patients dans la première année qui suit l'ECMO de longue durée? Il y a beaucoup de données pour dire qu'ils n'ont pas une qualité de vie qui est très bien. Et qu'ils ont plein de... Le malade là, qui a été 115 jours, il a un syndrome de stress post-traumatique terrible. Les malades, ils ont une mauvaise vie. 2, en fonction des atteintes pulmonaires, souvent ils ont des séquelles pulmonaires importantes. Le petit jeune de 28 ans, là, il ne peut pas courir. En fait, s'il a fait beaucoup d'efforts, il désature à l'effort. Il a encore des lésions pulmonaires. Il a vu les spécialistes de pneumodavicène il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont une mauvaise qualité de vie et ils ont des séquelles pulmonaires importantes. Donc, c'est aussi toujours compliqué de dire c'est super, on a 50% de survie à la sortie de l'hospitalisation, mais qu'est-ce qu'on fait comme survie? Alors, vous, comme nous, je pense que nous, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de malades qui sont très jeunes parce qu'on a un centre de référence. Et donc, c'est plus facile de dire je ne vais pas limiter quelqu'un qui a 28 ans, même s'il a une qualité de vie altérée, je pense qu'il sera content d'être vivant. Mais quand on a des malades de 50, 60 ans, et c'est pour ça qu'on limite l'ECMO à un âge assez jeune, on ne met pas d'ECMO pour le Covid maintenant à partir de 60 ans, pour des raisons de pronostic et aussi de qu'est-ce qui va se passer derrière. Sauf s'ils sont professeurs. Nous, on n'a que des patients jeunes, puisqu'on n'a que des enfants, et on limite quand même de temps en temps. Est-ce que vous tenez, et on essaie de réfléchir à la qualité de vie future, est-ce que vous prenez en compte, alors les directives anticipées, elles ne sont pas toujours bien remplies, est-ce que vous prenez en compte la vie de la famille qui peut rapporter ce que le patient avait pu dire et qu'est-ce que vous avez comme retour des patients? Ils sont contents, ils trouvent qu'ils auraient préféré qu'on fasse pas... Enfin, c'est peut-être difficile parce qu'on est peut-être c'est une encore vraie un peu question. précoce. Mais les directives anticipées, généralement, on n'en a pas. Parce que c'est des malades qui n'étaient pas malades avant et qui le sont brutalement, surtout dans le Covid. La vie de la famille, on a tendance à souvent... C'est-à-dire que la plupart du temps, on est d'accord avec eux. C'est-à-dire que quand on veut continuer, généralement, ils sont d'accord pour continuer. Et quand une famille à J10 nous dit « ce serait bien qu'on arrête les soins », on est suspicieux et on n'est pas d'accord avec eux. Et de temps en temps, après, on a des débats quand ça fait 60 jours et qu'on veut limiter les soins. Mais souvent, en fait, quand ça fait 60 jours, les familles, elles n'en peuvent plus. Donc, elles comprennent, elles ont vu pendant 60 jours qu'il était curarisé, qu'il ne bougeait pas. Et après, on a une attitude plutôt... On a un service très interventionniste. C'est-à-dire que pour nous faire limiter un malade, il faut vraiment parce qu'on a des vrais pro-life dans le service et qu'on a une attitude dans le service qui est celle de 12 hommes en colère, c'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, on ne limite pas les soins. Une dernière question. Faudra une deuxième journée. C'est une question très très brève. Vous obtenez toujours le consentement des patients avant de les transplanter, parce que là, globalement, vous avez l'air de dire qu'ils restent sédatés, très endormis, etc. Avant de les greffer, vous obtenez toujours un réveil, un consentement. Greffé, on leur a dit. On en a greffé, je crois, 5 dans le service, qui étaient sous ECMO véno-veineuse. Et c'est des situations où on a pu leur dire, mais
il est arrivé, notamment sur des malades qui avaient des dermatomyosites anti-MDA5, mais dans d'autres centres, qui soient greffés sans être au courant. Il y a une malade, il y a 15 jours, 26 ans, qui a été greffée parce qu'elle avait cette maladie et que le poumon était mort. Donc 26 ans, elle s'est réveillée greffée. C'est pas super. Mais c'est toujours la même chose. C'est vous préférez ça ou être mort. Donc c'est... Non, mais... la famille a donné son accord quand même pour la transplantation. Oui. Mais souvent, la famille donne leur accord. Ils ne vont pas dire à 26 ans non. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était passionnant. On va passer la main à Alexiane pour la vision paramédicale du sujet. Alors... Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Blunzer, je suis infirmière en réanimation médicale à la PIC-Salpêtrière, je travaille avec le docteur Pinton. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la prise en charge infirmière de l'ECMO VV. Alors, bien sûr, le rôle de l'infirmière dans la prise en charge, il est hyper important. Bon, la photo, elle parle d'elle-même. Prévenir et anticiper les complications et pour pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Bon, là, sur la photo, c'était une photo de la semaine dernière. C'est une tête de pompe qui s'est ouverte toute seule. On n'avait jamais vu ça. Avec la pression, avec les 7 litres de débit d'ECMO et avec un caillot qui était dans la tête de pompe, l'ECMO s'est complètement ouverte. Rassurez-vous, le patient va bien. Voilà, donc hyper important de former son équipe à toutes les techniques comme l'ECMO. Donc voilà, donc quand on rentre dans une chambre de réanimation avec un patient sous ECMO, c'est hyper important d'avoir une checklist, d'avoir un truc hyper carré et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on check pour qu'on soit sécure avec le patient. Évidemment, l'ECMO, elle est branchée au niveau électrique sur le mur avec l'oxygène et l'air, et elle est branchée au niveau secteur. Il faut s'assurer que la console elle est stable et que les freins soient bien mis et qu'elle soit un petit peu éloignée du lit parce que quand on mobilise le lit, c'est hyper important de ne pas embarquer la membrane avec nous. Donc quand l'ECMO elle est branchée sur secteur, il y a un voyant, est-ce que c'est comme ça que ça marche? Oui, il y a un voyant vert qui est indiqué. Les prises murales, je les ai pas mises, mais en tout cas on s'assure que évidemment l'oxygène et l'air ils sont bien branchés au sécris. Et ce qui est important aussi en cas de problème, c'est d'avoir un moteur de secours qui soit toujours branché sur l'ECMO dans la chambre avec 2 clans à côté. Le protocole d'urgence, il est toujours dans la chambre. Avec nous, on a un numéro de téléphone des perfusionnistes et des chirurgiens. Nous, on a la chance d'avoir les perfus et les chirurgiens dans le bâtiment, donc c'est assez pratique. Mais voilà, on a un protocole qui est fait en cas d'urgence. On surveille bien sûr les tours minutes avec les débits et leurs variations. Évidemment, quand vous rentrez dans votre chambre et que vous voyez des tours à 3 litres et qu'une heure après, vous avez 1,5 litre de débit d'ECMO, il faut se poser un petit peu des questions. Avec la cardio-help, on a les pressions artérielles et veineuses, la SVO2 et la delta-P, c'est assez pratique aussi en termes de surveillance. Et on check toujours les alarmes. La surveillance de la membrane avec la présence de fibrines et de caillots et la coloration des lignes et leur fixation et savoir si elles ne sont pas coudées, ça reste aussi hyper important. On a des dispositifs comme ça, là, des tourbillons, pour s'assurer que les lignes elles ne coudent pas. Alors, les surveillances, pardon. Évidemment, à chaque point d'insertion, il y a des surveillances pour savoir si est-ce que ça saigne, est-ce qu'il y a des écoulements, est-ce que vraiment est-ce que c'est infectieux, est-ce que les pansements sont bien occlusifs. Voilà, on check toujours. Donc là, vous avez ce qu'on a dans le service, on a des pansements de ce type-là qui ont de la chlorhexidrine, et ça dure 7 jours, on peut les laisser comme ça occlusifs 7 jours, voilà, avec une ECMO qui est bien fixée, qui a des points de fixation ici, ici et ici, avec les lueurs lock là, et avec un Tegaderm qu'on met au cas où, parce que c'est déjà arrivé que sur ça, sur les robinets comme ça, il y a des robinets qui se dévissent et que l'ECMO saigne à partir de là. La température et la PCT sont importantes et la PCT est dosée en tout cas tous les jours parce que voilà, le risque infectieux il est majeur.
On regarde également la perfusion des membres. Bon, là, j'ai un peu triché, c'est une ECMO véno-artérielle, mais c'était surtout pour montrer les saignements qu'il peut y avoir sur des canules, là, comme ici en haut. C'est une Avalon en haut. La perfusion des membres ici, bon, ok, un peu moins de risque sur les ECMO VV, mais ça reste toujours un risque de thrombose de membres. La dernière chose aussi qu'on check, c'est la coloration des urines. Là, vous avez une belle hémolyse là, que vous avez en bas. On check également tous les jours les patients sous ECMO, l'hémoglobine plasmatique, les plaquettes et le fibrinogène. Alors, on ne voit pas très bien, mais en gros, c'est la fiche de surveillance des infirmières du service. On fait ça toutes les 4 heures. Alors oui, on a les perfusionnistes qui vont checker les ECMO, mais nous, notre travail aussi, c'est de regarder ce qu'il y a des problèmes entre les différents tours d'ECMO et entre les différentes infirmières surtout. Donc, tout en haut, vous avez la date de la pose d'ECMO avec le type d'ECMO. Est-ce que le secteur est bien branché? Est-ce que le gaz est bien branché? Quand est-ce qu'il y a eu un dernier changement de membrane? La FiO2, la FMO2, pardon, à combien elle est? Le delta P s'il y en a un. Le balayage, la vitesse de pompe, les débits. Et sur l'ECMO VA, on a la surveillance également de la reperfusion. Ensuite, en bas, la coloration des urines avec les différentes canules. Est-ce qu'elles sont bien fixées? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce que le pansement a été refait récemment? Est-ce que ça saigne? Est-ce que c'est inflammatoire? Voilà. On donne vraiment toutes les infos des canules ici. Ensuite, vous avez les signes cutanés, avec notamment sur les VA avec la présence de flicten ou d'ischémie de membre. Mais sur les VA, sur la VV, on ne la fait pas cette surveillance-là. Et ensuite, ici, tout en bas, à droite, vous avez la surveillance de votre membrane avec la présence de caillots et de fibrine et surtout le différentiel de couleur entre la veineuse et l'artérielle et l'oscillation là s'il y a des changements de débit. Quels sont les risques? Évidemment, le risque, il est hémorragique, principalement. Là, vous avez des belles photos d'hémorragie. Là, on a beaucoup transfusé, comme vous avez pu voir aussi. Il est également thromboembolique. C'est pour ça qu'on demande de checker toujours la membrane pour savoir la présence de fibrine et de caillots. Le risque également, c'est la recirculation. Quand les canules de l'ECMO sont trop proches, ça recircule. On a eu beaucoup de cas aussi d'arrêt hypoxique sur des déconnexions de câbles d'O2. C'est pour ça que je vous disais c'est hyper important de toujours checker vos câbles parce qu'il suffit je sais pas, qu'il y ait la radio qui passe et qui shoote dans le câble d'oxygène et puis la membrane n'est plus oxygénée. Donc les arrêts hypoxiques sur déconnexion d'O2 et aussi sur les changements de membrane parce que surtout là avec les Covid, on a eu des patients qui étaient extrêmement dépendants de l'ECMO avec plus de 7 litres de débit, avec des patients qui avaient 32 VT. Donc voilà, très très dépendants de l'ECMO. Donc à chaque changement de membrane, il y avait un arrêt hypoxique. Décanulation également, il n'y en a pas souvent, mais il faut être préparé aussi en cas de décanulation. Arrêt de pompe et hypothermie, l'ECMO reste une circulation extracorporelle, donc les patients peuvent être très froids, surtout à des gros débits d'ECMO. On a des patients qui sont à 33 degrés de température, donc on est souvent amené à mettre des réchauffeurs sur ces patients-là. Ensuite, je vais vous parler des mobilisations d'un patient sous ECMO. Donc, évidemment, plus on anticipe les risques et plus on diminue les accidents. Donc, les soins de nursing, nous, on fait deux soins de nursing par équipe de 12 heures. Donc, on fait 4 soins par 24 heures où on mobilise le patient. Les soins, il doit y avoir minimum de 2 soignants. Selon le poids du malade. Nous, on a 2 soignants seulement. Je sais que dans certains centres, ils sont plutôt 3 parce qu'il n'y a pas de perfusionniste, il n'y a pas de chirurgien sur place. Donc, par sécurité, on met toujours 3 soignants, donc un qui est uniquement dédié aux canules d'ECMO. On vérifie bien sûr avant les fixations des canules et l'absence de tension des lignes. On découvre toujours le patient pour savoir ce qu'il y a sous les draps. Et on évite les mobilisations de nuit et on ne mobilise pas si le patient il est instable.
Le transport. On est souvent amené à transporter nos patients au scan, au bloc. Et pour ça, il faut que l'équipe soit entraînée. On forme toujours nos internes quand ils arrivent au transport parce que souvent, des internes n'ont jamais vu d'ECMO, mais ils sont quand même amenés à transporter les patients. Donc, on les forme à faire un peu la checklist dont je vous ai parlé. 3 personnes minimum pour le transport, avec des sédations, des amines, des curares si besoin, si votre patient il est vraiment pas confortable. Il faut que les canules soient fixées, non coudées, que les lignes soient bien visibles. On préconise 2 bouteilles d'oxygène minimum avec un patient ventilé. On peut en prendre 3. On vérifie toujours le niveau d'oxygène présent dans les bouteilles. On check la batterie d'ECMO plus les alarmes. Bon, là, vous avez vu, l'ECMO, elle est dans le lit. C'est la fameuse CardioHelp. Bon, ils ont oublié un truc, c'est le moteur de secours. Voilà, on met toujours du coup le moteur de la pompe de secours normalement avec les 2 clans et le monitoring habituel. Voilà, on stabilise toujours le patient avant le transport, on lit les débits pour savoir à quel débit était notre patient avant de partir au scanner. La communication entre les 2 ou 3 personnes qui mobilisent le patient, elle est hyper importante parce que il suffit que des portes d'ascenseur se ferment, que le sol il soit instable, qu'il y ait un trou dedans, ça peut vite faire flancher l'ECMO. Donc on communique vraiment entre nous, on fait super attention à la fermeture des portes. C'est déjà arrivé, pas chez nous, mais c'est déjà arrivé que les portes de l'ascenseur se ferment sur les lignes d'ECMO. Je vous laisse imaginer le dégât. Autre mobilisation qu'on a beaucoup fait pendant le Covid, c'est évidemment le DV sous ECMO. Donc nous, on fait de l'ECMO adulte, donc les patients sont vraiment lourds et on préconise un minimum de 6 personnes. Donc il y a un médecin toujours à la tête du malade qui va s'occuper de sécuriser la canule jugulaire et qui va également s'occuper de sécuriser la sonde d'intubation. C'est lui vraiment qui va coordonner toute la manœuvre. C'est lui qui va gérer les autres personnes dans la chambre à côté du malade. Donc on dit qu'il y a 2 personnes de chaque côté du lit et qu'il y en a une au canule. Donc le DV il se déroule en 4 étapes. Il y a la translation, il y a la latéralisation, on retourne le patient et on le réinstalle. On alerte toujours quand il y a un changement de débit parce que selon le poids du malade, le ventre peut appuyer sur les canules et peut vraiment faire dysfonctionner l'ECMO. Il peut y avoir des chutes des débits, des saignements, enfin bref, en tout cas. Et on est toujours présent dans la chambre pour s'assurer que tout va bien quand on met le patient en DV. Donc, une fois que le patient est en DV, on vérifie le positionnement des yeux dans le casque. On a des casques avec de la mousse. Là, ça permet vraiment d'avoir une vue sur les yeux et sur la sonde d'intubation. On contrôle la perméabilité et la fixation de tous les dispositifs. Si vous avez un KTC qui est complètement coincé sous le malade et que le patient il est plus sédaté et il ne reçoit plus ses amines, ça va être un problème. Également pour l'ECMO dont je vous ai parlé, les drains. En gros, tout doit être accessible, même si tout ne sera pas visible, tout doit être accessible et perméable et surtout bien fixé. Et pour s'assurer que l'ECMO elle tourne bien et que tout va bien, on vérifie la couleur des canules. Et on effectue toujours un gaz à 1 heure de la mise sous DV. Alors là, il y a des très jolies photos de marche et mise au fauteuil d'un patient qui était uniquement sous Optiflow ici et qui a une belle canule véno-veineuse. C'est un patient qui avait refusé l'intubation parce qu'il voulait rester avec sa famille. Donc Marc a voulu... Voilà, vous en parlez tout à l'heure. Donc il avait refusé l'intubation, on a implanté en vigile le malade. Après, il était sous Optiflow. Bien sûr, il a eu des séances de VNI entre-temps et on le mettait au fauteuil. Et à côté, vous avez un malade, là c'est caché par son dos, mais vous avez un malade qui a une canule de trachéotomie, mais qu'on met également debout. On fait pas le tour du service, mais on essaye de faire marcher quelques pas. La rééducation, elle est hyper importante. Bien sûr, je vous parle de tout ça. Former les équipes, former vos équipes d'infirmières, c'est vraiment hyper important. Former vos équipes tout court. En fait, chaque nouvelle personne qui arrive dans le service doit être formée à des techniques spécifiques comme l'ECMO. Nous, on forme
Comme je vous ai dit, chaque nouvelle session d'interne, on fait une petite simulation de départ au scan. Donc là, c'est pas un vrai patient, hein, là on dirait, mais c'est un mannequin qui est dans le lit. On lui a mis les canules d'ECMO et voilà, il est dans une chambre de réanimation qui était vide. Là, on a pu s'installer correctement pour faire la bonne simulation. Donc les internes sont en début de stage, ont une petite formation assez rapide sur les transports et ce qu'il faut checker. Et tous nos nouveaux infirmiers aussi sont formés à l'ECMO. On essaie de former le plus de gens possible à ces techniques. Et voilà, ça diminue vraiment le stress dans la prise en charge. Quand on a déjà expérimenté des problèmes dans les cas de simulation, c'est un peu plus simple de réagir en cas de problème, comme vous l'avez vu sur la première diapo où l'ECMO, elle a fait un bain de sang dans la chambre du patient. L'équipe, elle a su intervenir assez rapidement. Et le patient va bien, il a eu 10 minutes de low flow, il est en arrêt pendant 10 minutes, mais il a eu une nouvelle ECMO derrière. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions dans l'assistance ? Alors j'avais une question, mais c'était un peu la fin de votre présentation sur justement la décannulation accidentelle c'était qui intervient ? Parce que dans l'urgence, c'est effectivement les infirmières. Et si c'est les infirmières, comment vous êtes formés ? Est-ce que vous faites des séances de simulation particulières pour justement agir sur les gags ? Oui, tout à fait. En fait, on a deux collègues à nous qui ont monté un organisme de formation avec des mannequins et en fait qui forment un peu partout parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans l'ECMO. Et en fait, ils nous prêtent le matériel pour former les équipes. Et l'idée un peu des simulations, c'est de reproduire un peu tous les schémas qu'il peut y avoir sur des patients sous ECMO. Donc ça va de la décannulation à la recirculation. Enfin, en fait, on apprend à repérer tous les problèmes potentiels qu'il peut y avoir sur les patients sous ECMO. En simulation, ça dure toute une journée à peu près où on forme les infirmiers là-dessus. Dans le service, vous êtes accompagné de perfusionnistes qui passent régulièrement ou c'est vraiment... Alors, en fait, la gestion de l'ECMO, elle est en cas de problème immédiat, par exemple là sur la décannulation, c'est immédiatement les infirmiers qui vont intervenir en cas de problème et ensuite ils vont appeler le perfusionniste. Après, s'il c'est en pleine nuit, il ne sera pas toujours sur place. Donc vraiment, c'est vraiment à nous d'avoir les premiers gestes d'urgence. Et le perfusionniste va venir derrière faire le backup pour changer l'ECMO. Mais sinon, dans la gestion quotidienne de l'ECMO, c'est vraiment uniquement nous qui faisons la surveillance, en tout cas. Y compris la surveillance des membranes, des gazométries. Tout à fait, ouais. Et comment vous êtes formé ? Vous avez un plan de formation quand il y a des nouveaux arrivants paramédicaux, ils ont un plan de formation sur plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'être lâchés sur des patients ECMO. Ouais, en fait, c'est un peu le problème, c'est que un infirmier qui arrive, même s'il n'a jamais fait de réanimation, il va être formé 5 semaines coûte que coûte. Et 5 semaines, on doit lui apprendre ce que c'est que la réanimation et ce que c'est qu'une ECMO. C'est hyper court en fait pour apprendre. On n'a pas de moyens supplémentaires à part de temps en temps les journées de simulation. On prend les nouveaux pour leur faire un check-up, mais ça c'est de notre volonté à nous, c'est même pas de la volonté de l'institution en elle-même. C'est les infirmiers qui touchent l'ECMO, les infirmiers qui sont dans notre service ont été formés, comme on dit, sur le tas, quoi. Et vous avez des infirmiers référents qui peuvent aider justement au compagnonnage des jeunes arrivants ? Alors, on n'a pas d'infirmiers référents, on a des infirmiers plus anciens qui font le rôle de référents et qui forment un peu. Mais encore une fois, ça, c'est de notre volonté, quoi. C'est pas un truc qui est institutionnalisé, c'est vraiment notre volonté parce qu'on veut que tout le monde soit formé et c'est hyper important pour nous que tout le monde soit formé. Si je peux juste rajouter 2 choses pour répondre à votre question, il y a quand même un double check tous les matins par le perfu qui vient de la chirurgie cardiaque et qui fait le tour de toutes les machines tous les matins pour vérifier à peu près les mêmes choses que nous, mais ce qui fait un double check s'il y a des dysfonctions de machine qui règlent toutes les alarmes tous les matins. Donc ça, c'est un élément important en plus qui participe à la sécurité. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une particularité, c'est-à-dire que le ratio infirmier-malade est très favorable dans notre service puisqu'on a une infirmière pour 2 malades.
de façon permanente, et on a réussi à pas avoir de diminution avec tout ce qui se passe en ce moment et les pénuries de personnel. Mais donc ça fait aussi que c'est un peu plus facile pour les infirmiers d'être accompagnés, parce qu'il y a un peu plus d'infirmiers, donc il y a tout le temps un infirmier qui connaît un peu mieux les machines. Et sur la dimension un petit peu plus psychologique, chère à Stéphane ce matin, sur l'accompagnement de ces patients sous ECMO pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, comment c'est vécu au niveau paramédical? Vous êtes complètement associé aux décisions à la bataille d'Astérix à la fin, là, il y a aussi... Alors, on essaye de faire partie des staffs, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les staffs sont entre midi et 2, et c'est pas toujours évident pour nous de nous détacher. Mais en tout cas, la plupart des médecins, quand il y a des décisions de l'ATA qui sont prises, la plupart des médecins du service nous demandent est-ce que vous êtes OK avec la discussion, avec la décision? Est-ce que pour vous, on va trop loin? Même s'il y a des pro-life, comme dit Marc, il y a toujours des moments de discussion entre nous, même si c'est hors staff, ou il y a toujours des discussions entre nous, il y a beaucoup de communication entre nous, mais après, notre décision à nous, en tant que paramède, elle pèse pas un poids énorme, forcément. Je suis d'accord avec ce qu'Alexandre dit, elle pèse juste un poids dans quand toutes les infirmières régulièrement nous disent c'est plus possible, c'est plus possible, c'est plus possible. Ça fait partie des éléments où à un moment il faut aussi que nous on se remette en question de si toute l'équipe soignante dit que là on va trop loin, peut-être qu'il faut qu'on arrête. Merci. Oui, bonjour. Merci pour ton topo. Non, mais je trouve ça un petit peu... c'est juste pour réagir, c'est pas vraiment une question, mais je trouve un petit peu dommage d'entendre... les deux choses que tu as dit, d'une part sur la formation, que dans le centre référent que vous êtes, la formation sur le tas reste le gold standard absolu de la formation d'infirmier de REA. Et nous, c'est ce qu'on vit dans tous nos petits services, mais forcément, si on voit que dans les centres référents, tu te formeras sur le tas, reste ça, je crois que c'est vraiment un sujet, et je pense que dans des clubs comme ça, il va falloir qu'on avance aussi sur ce sujet-là. On essaye tous de se débrouiller, on parle tout le temps de nos programmes de formation, nous on a créé un DU infirmier, suppléance d'organes, enfin chacun se débrouille, mais on voit bien que le gold standard à la fin c'est tu te formeras sur le tas, et c'est encore la réponse que nous on a eue dans notre service il y a une semaine. Et voilà, donc ça je peux que le déplorer, puis j'espère qu'ensemble on avancera sur ces sujets-là avec les centres référents que vous êtes. Et puis le deuxième truc, moi, quand tu me dis sur le staff éthique, non on participe pas parce que c'est pas pratique, et puis que forcément, comme je suis infirmière, mon avis il passe pas, mais que si vraiment tout le monde dit quelque chose, on va peut-être nous écouter. Sur le principe même de l'éthique, dire parce que je suis infirmière, mon avis il pèse pas, c'est complètement contraire justement au principe même de l'éthique. Et voilà, moi c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas parce que je suis infirmière que mon avis pèse pas. C'est ce qu'on a compris. Ah oui, pardon. Non. D'accord. Si je pense que c'est plus la faute de notre service et de la façon dont on est organisé. C'est vrai qu'on a tendance à faire nos staffs éthiques le midi dans notre staff où il n'y a pas d'infirmiers, et où on n'a pas tendance à tout le temps les convier, parce que en gros on discute tous les jours sur l'éthique des malades en fait. On refait un staff à midi où on est tous les médecins internes et tout ça. On refait le tour de tous les malades tous les jours, et tous les jours on rediscute où est-ce qu'on en est, ce qu'on pense. Et effectivement, en fait, c'est tellement fréquent qu'on n'a pas de moment qui soit dédié, ou alors, sauf quand on voit la famille, on essaye effectivement de faire venir les soignants. Mais c'est pas de sa faute à elle. Je pense que c'est plutôt ce qu'ils subissent de notre faute à nous. Non. Alors, par rapport à mon ancienne expérience sur les staffs éthiques, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'avant le staff éthique, on recueillait, on disait aux infirmières référentes, celles qui s'étaient occupées le plus du patient, s'il y en avait une, deux ou trois ou quatre, de noter par écrit ce qu'elles ressentaient et ce qu'elles souhaitaient, leur perception, pour qu'au staff éthique, même si l'infirmière n'est pas là, ou les 3 ou 4 personnes qui s'en sont occupées, leur avis était là, et ils en tenaient compte, quoi. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, la discussion est passionnante. Merci. Et on va passer à la dernière communication. Le docteur Jérôme Rambaud qui va nous parler d'ECMO de longue durée chez l'enfant.
Rebonjour, rebonsoir. Donc moi je vais clôturer ce club ECMO avec les ECMO de très longue durée, mais les données de pédiatrie. Est-ce qu'il y en a déjà? Et puis je vous présenterai nos données, parce que nous on en a en tout cas quelques-unes. Alors comme à chaque fois que je passe en dernier, je me suis fait spoiler une partie de mon introduction par les adultes, donc c'est pas grave. Quelques définitions. Déjà, c'est quoi une ECMO longue durée? C'est pas si clair que ça. En fait, finalement, l'ELSO, elle change, elle adapte, on va dire, elle adapte sa définition assez régulièrement. En 2017, il disait qu'une ECMO longue durée, c'était un support continu pendant plus de 21 jours. Et ils avaient accolé à cette définition, c'est une nuance, mais qui est assez importante, c'est que s'il n'y avait aucune fonction pulmonaire pendant 14 jours, il fallait se poser la question de la futilité de l'assistance. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on voit déjà que 14 jours, c'est considéré comme du longue durée. Puis en 2018, ils ont un petit peu allongé avec les changements de technique et d'habitude, et ils ont porté la définition d'une ECMO prolongée à 28 jours. Donc c'est vrai que pour ça que notre collègue adulte, les papiers vont parler de 14 jours, 21 jours, 28 jours, c'est parce qu'en fait la définition a changé assez régulièrement, et du coup, quand les études ont été faites, la définition a changé entre-temps. Alors actuellement, donc chez l'adulte, alors j'ai fait un petit tour de biblio. Le record que j'ai trouvé, publié, donc c'est probablement parce qu'elle est vivante, c'est une patiente de 44 ans, 210 jours d'assistance véno-veineuse. Alors à la base, la publication, c'était pas pour dire on a fait une ECMO longue, c'était on a fait 130 jours sans anticoaguler, parce que c'est une patiente qui avait un SAPS, si je me rappelle bien, et ils n'arrivaient pas, dès qu'ils mettaient de l'héparine, ça saignait. Et donc leur publication, c'était pour dire on a réussi à faire 130 jours d'ECMO sans anticoagulation, et au total 210 jours, et cette patiente va bien. Enfin, elle est rentrée à la domicile, c'est exactement la discussion du premier topo, c'est elle est rentrée à domicile. Il n'y a aucune donnée, par contre, sur sa fonction pulmonaire, sa qualité de vie. Un autre que j'ai trouvé assez intéressant, et j'ai beaucoup aimé la conclusion, c'est pour ça que je l'ai mis celui-là, parce que ça reflète quand même pas mal de choses aussi, c'est 53 ans, pas d'antécédent, un SDRA qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est pas d'antécédent, il arrive en SDRA réfractaire, il est cannulé, c'est un patient qui est visiblement suffisamment vigile pour qu'il puisse discuter avec lui, il refuse la transplantation. Et donc il y a toute une phase de discussion avec le patient, de discussion avec la famille pour mettre en place une latte, et j'ai oublié de mettre le jour, mais il est cannulé plus de 3 mois, et en fait il guérit. Et le patient va être décannulé, extubé. Alors c'est un peu petit, mais il montre qu'il y a quand même, c'est pas anodin. Pardon, je me suis trompé. Non. Le pointeur, c'est ça. Voilà. Il montre un peu tout ce qui se passe, et on en reviendra à la fin. C'est pas totalement anodin. C'est quoi? Il y a beaucoup de complications hémorragiques, thrombotiques. Là, il fait une hémoptysie massive. Il fait quand même un infarctus cérébral. Et il est sevré à 107 jours d'ECMO. Mais je trouvais que la conclusion était assez intéressante, c'est que c'est exactement, on ne sait pas pourquoi il a récupéré, et il se dit finalement ça valait le coup d'attendre, et on a peut-être été trop vite. Et ça va être pas mal de la discussion sur ça. Alors il y a quelques papiers que vous allez du coup reconnaître, parce que notre collègue adulte en a parlé. J'ai pris les dernières publications sur qu'est-ce que c'est que l'ECMO longue durée chez l'adulte, et qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est... que des VV, j'ai essayé de me centrer sur les VV de l'adulte. 89% de ces patients sont des ECMO VV, ce qu'ils appellent avec une cannulation jugulo-fémorale. Il n'y a aucune canule double lumière chez ces patients-là. C'est 22% de leurs ECMO qui vont faire donc, là, plus de 21 jours, 87% de survie. Ça fait rêver, mais ça fait poser des questions, parce que quand on voit la suite des publications, c'est presque surprenant. Ça, c'est un sondage européen qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui a été publié il y a un an sur qu'est-ce que c'est pour vous une ECMO longue durée. Ils ont demandé au centre quelle est votre définition, et en fonction de votre définition, est-ce que vous en avez dans votre service. Et c'était assez variable. Alors, je monte n'importe quoi, je monte l'écran. Un des points faibles, enfin, des difficultés, des limites de ce sondage, c'est qu'il y avait beaucoup de centres de cardio, et le cardiologue considérait que plus de 7 jours, plus de 14 jours, c'était des ECMO longue durée. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est assez homogène.
c'est qu'entre 14 et 28 jours, c'est un tiers. Que les gens ont du mal à trouver un cut-off pour dire est-ce que c'est une ECMO longue durée ou est-ce que finalement c'est une ECMO standard avec des paramètres de récupération habituels. Et est-ce qu'on en fait beaucoup? Eh ben, c'est pareil, c'est un tiers. Il y en a qui vont en faire plus que 6 par an. C'est des gros centres. Hein, et il y en a quand même qui en font jamais. Voilà. Et dans ce papier, ils ont demandé aussi le devenir de ces patients. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, il y a quand même plus de 28 jours, 64% de récupération de la fonction pulmonaire, 20% de transplantation, que 12% de décès, et 4% de ponts vers des assistances prolongées. Il y a des cardios hein, dedans. Hein. C'est pour ça qu'il y a ça. 62% d'ECMO éveillés. Alors on a du mal, ils ne précisent pas, ils demandent juste si c'est une awake ECMO, oui, non. On ne sait pas à quel point ils sont réveillés. Est-ce qu'ils sont en VS, est-ce qu'ils sont en ventilé, en aide? On ne sait pas. Il y a 30% de patients déambulants quand même. Et la chose hyper intéressante et sur laquelle moi je suis resté un petit peu sur ma faim, c'est qu'ils disent qu'il y a quand même presque un centre sur 5 qui définit une durée cut-off de là c'est trop, on arrête. Et en fait, ils ne donnent pas les durées. Du coup, c'est assez frustrant. Donc, il y a quand même une question, il y a un délai, les centres ils se posent la question, il y a un jour cut-off, mais on ne l'a pas, donc c'était un petit peu perturbant et un petit peu frustrant. Et une autre adulte, après j'attaque la pédiatrie, pareil, c'est que des ECMO respiratoires, plus de 28 jours. On voit que ce n'est pas si fréquent que ça, hein, c'est 18 patients. Et ce qu'on voit aussi de façon assez intéressante, c'est que plus c'est long, et quand même la survie, elle baisse. Hein. Et on va y revenir, ils ont 30 à 40% de survie, mais après la qualité de survie, elle est quand même pas toujours très bonne. Hein. Et dans toujours ce même papier, ils ont essayé, un peu comme la même idée de collègue de la Pitié, de voir qu'est-ce qui va aller en faveur d'une ECMO longue durée ou pas. Et chez les longues durées, qu'est-ce qui est associé à la survie ou pas? En rouge, c'est les délétères. Donc voilà, finalement, eux, ils disent que le P/F et la PCO2 à l'implantation, elle ne permet pas de prédire, en tout cas, que le patient il va être assisté plus longtemps que son voisin. Que par contre, les immunodéprimés, les patients qui ont un cancer, eux, c'est associé à des ECMO longue durée et surtout plus de mortalité. Et en pédiatrie, alors il y a 4 papiers, c'est le plus gros en termes de volume de patients, et comme par hasard, c'est un papier de la base ELSO, hein, 115 centres. Pareil, c'est un mix, c'est la difficulté des publications ELSO, c'est que c'est un mix de patients en SDRA, de patients avec une indication cardio, il y a une des ICPR, et sur leurs 3000 patients, il y en a 12%, et c'est un peu la fréquence qu'on va retrouver dans les papiers de pédiatrie, c'est aux alentours de 10% d'ECMO depuis de 21 jours pour eux. Et autre chose intéressante, c'est les patients, un tiers, ils sont comorbides au lancement de l'ECMO, donc ce n'est pas des patients si sains que ça au départ. Et la survie, là on va retomber sur 38%, vous allez voir dans tous les papiers pédiatriques, ça oscille entre 35 et 50% de survie. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce papier aussi? C'est que la probabilité, donc ça c'est la probabilité, le pourcentage de survivants à J1, J2, etc., etc. Donc on voit que ça baisse vite. Hein. Et ici, là, vous avez le 21 jours, il est là. Donc à 21 jours, il n'y a que 30%. Les patients qui seront encore en ECMO à J21, il n'y en a que 30% qui s'en sortiront. C'est comme ça qu'il faut analyser le... Et là, c'est 50, si je vois bien, on est 7-8%. Et l'autre message de ce papier, c'était que ça paraît ouvrir une porte, mais il y a beaucoup de complications. C'est-à-dire que forcément, ça va être plus long, donc ils vont saigner plus, ils vont s'infecter plus, du coup, ça va être encore plus long. Et donc, c'est des ECMO qui sont assez difficiles à manager. Ça, c'est un autre papier assez récent. Donc, ils ont pris 10 ans, c'est un gros centre. Sur 10 ans, les ECMO de plus de 21 jours, 14 patients. Donc, c'est à peine un par an. Âge médian, entre, on va dire, 2 ans. Survie, pareil, 36%. Le petit message qui passe, c'est que... Oups, pardon. Je vais y arriver. Il y a quand même une tendance, ce n'était pas significatif, mais les patients un peu plus vieux ont une meilleure survie que les nourrissons et les nouveau-nés. Et que dans leur cohorte, il n'y a pas de différence en VA et VV, mais c'est une petite cohorte, et c'est le problème de toutes les publications que je vais vous montrer, et de nos données aussi.
Une autre, celle-là, c'est une adulte qui s'est glissée au milieu de la pédiatrie. Bon, il en a parlé, c'est les Coréens. Donc c'est assez intéressant. C'est 487 patients, 15% d'ECMO depuis 28 jours. Donc on est toujours dans les mêmes ranges de pourcentage de patients de longue durée. Une durée médiane d'assistance de 8 jours sur tous les patients. Donc ça noie complètement. On n'a pas l'impression d'avoir des ECMO longue durée si on fait la médiane. Et 62% de décès. Bon, celui-là, je vais le passer du coup parce qu'il a représenté les mêmes. Et en pédiatrie, il y a une autre grosse série. Donc sur 20 ans, on fait quasiment 1000 ECMO. Alors là, c'était que des VA. Survie à 30 jours, 68%. Alors du coup, ils ont regardé après leurs ECMO pédiatriques de plus de 28 jours. 22 patients, donc 2%. Et alors là, les chiffres, ils commencent à faire peur. La plus longue, 50 jours, et survie 3. Et eux, ils ont mis la qualité de survie de leurs patients. Et là, ça fait encore plus peur. C'est qu'en fait, sur les 3, en fait, il y en a un qui n'est jamais sorti de la réanimation, qui est décédé en réanimation. Et les 2 qui restent, ils sont tous les 2 lourdement handicapés avec des POPC défavorables. Et il y en a un en plus qui a une insuffisance rénale chronique et qui est dialysée. Et une des réponses à ce papier, il y a eu plusieurs réponses, c'était « mais pourquoi est-ce que vous faites des ECMO aussi longs quand on voit vos résultats ?» C'est un peu petit, c'est pas très... Ils détaillent leur cohorte, c'est surtout les SDRA. Hop là. Voilà, on voit que c'est quand même intéressant, c'est que il y a quand même les SDRA, il y a quand même 30% de décès, c'est-à-dire qu'il dit sur pardon, je vais y arriver, les SDRA longue durée, donc plus de 28 jours, chez eux, dans leur cohorte, c'est 0%. Donc, ils ont des chiffres quand même pas terribles, mais ça interpelle quand même sur le cut-off de 28 jours. Alors du coup, je vais nous parler de notre petite cohorte. Donc, depuis 2019, il y a eu 223 patients mis en ECMO pédiatrique. Donc j'ai regardé un peu en fonction des différentes définitions pour avoir une idée. Si on prend 28 jours, 14 patients, 7%, toujours dans la même range. Hein. Si on prend 21 jours, 28 patients, toujours pareil, 12-13%. L'âge médian de ces patients, c'était 1000 jours versus... Alors, oui, le problème, c'est que c'est une petite cohorte et c'est très hétérogène, donc il n'y a pas de différence statistique, mais on a des patients qui sont plutôt vieux quand ils ont une ECMO longue durée. Et quand on isole, du coup, la durée médiane de 44 jours, c'est quand on isole donc, tous les patients de plus de 28 jours, là, la durée d'ECMO médiane, elle passe à 44 jours. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dépasse les 28 jours, on est parti pour au moins 15 jours de plus, quoi. Et il y a le patient dont Pierre-Louis a parlé tout à l'heure, 122 jours, qui est notre triste record. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait, enfin, ce qui est assez marrant, pas vraiment, c'est qu'on a fait les courbes de survie en fonction du nombre de jours d'écho, et ça baisse très vite. À partir de J9, il y a déjà moins de 50% des patients qui vont survivre. Et alors, on en a discuté avec Pierre-Louis avant le club ECMO. Il n'y a pas de différence statistique significative sur la survie. Mais en gros, les longues durées, c'est 29% de survie. Et les courtes durées, c'est 50%. Donc, ce n'est pas statistique, mais il y a quand même 2 fois plus quasiment. Donc, je pense que quand on continuera à implémenter la base, il y a probablement une puissance statistique qui sortira. Et l'autre message important, c'est que quand on prend les ECMO de plus de 28 jours, ils meurent de latte. La moitié vont mourir d'un arrêt de soins. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est exactement la discussion qu'on a eue avec nos collègues de la Pitié, c'est qu'on arrête. Il ne va pas défaillir jusqu'à décéder, c'est qu'en fait, on arrête l'ECMO parce qu'il ne récupère pas, il n'y a pas de transplantation possible. Et là, c'est la courbe de survie. Le bleu, c'est les SDRA. Donc, on voit que, par contre, ils ont une survie. Voilà, il faut leur laisser le temps de récupérer quand même. Ils ont une courbe de survie un petit peu supérieure à l'ensemble de la population. C'est majoritairement des ECMO VV, forcément. C'est des assistances respiratoires. Et dans nos ECMO de longue durée, c'est simple, la proportion, c'est 93% de SDRA. Ils ne sont pas forcément en VV, parce qu'il y a des petits qui ont été assistés en VA, mais c'est quasiment que des SDRA. Alors qu'ils représentent 60% à peu près de la courte durée. Il y a beaucoup d'immunodéprimés. Là aussi, en fait, on confirme un peu nos données de ce qu'il y a déjà dans la littérature, mais la plupart de nos immunodéprimés ont des ECMO qui durent en moins de 3 semaines. C'est la problématique, c'est qu'on sait que si on y va, on est parti pour 3 semaines à moins. Et ça se confirme dans ce qu'on sort. Et on a regardé un petit peu les paramètres pré-ECMO. Alors, c'est à propos de 14 patients, c'est toujours difficile d'avoir des stats.
Mais est-ce qu'il y a des paramètres pré-ECMO qui peuvent dire, disons que celui-là, ça risque d'être long? Il y a le P sur F, qui est là, en gros, ils sont plus malades au départ, en fait. Le P sur F, il est à 50 en médiane et un OSI à 26 en médiane chez les ECMO qui vont durer longtemps. Bon, c'est sympa, c'est statistiquement significatif, mais le fait est qu'ils sont juste plus malades que les autres et ils ont une assistance plus longue. On a regardé les paramètres de la ventilation avant l'implantation. Ça confirme ce qu'on voit sur le score de gravité. En fait, ceux qui vont être assistés longtemps, c'est ceux qui ont la pression le pic inspiratoire le plus élevé, la pression moyenne la plus élevée et la PO2 la plus basse. Alors nous, contrairement aux adultes, la PCO2 ne sort pas du tout, sont pareils, sont parfaitement comparables. Donc, ils sont plus malades au départ, donc ils ont une ECMO plus longue. Bon. Après, on a regardé, c'est pour ça que je vais taquiner sur les bases de données, parce que nous, on a notre base de données, on regarde à J1, J3, J7, J14, J21. Et on regarde les paramètres. Donc, là, je vous ai sorti que les paramètres de ventilation, mais on a toute une série de paramètres ventilatoires, hémodynamiques, infectieux. Donc, on a regardé la ventilation. Donc là, je vous ai mis J7, J14 parce que je crois que J21 après. Et ce qu'on voit, et alors là, il y a des petits signes qui sont assez intéressants, je trouve, c'est qu'à J7, il y a quand même des différences significatives entre les deux groupes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est là où il y en a le plus à comparer. Et on voit qu'à J7, déjà, sur la FiO2, donc c'est le respirateur au-dessus, la membrane en dessous, les patients qui vont être longtemps, on n'a pas réussi vraiment à baisser la FiO2. Et pourtant, on essaye. Dans le service, on essaye systématiquement de baisser pour limiter l'oxygène. Et globalement, on n'y arrive pas. Et c'est des petits signes. C'est-à-dire qu'à J7, ils sont toujours sur 90-100% sur la membrane. Et le VT, il sort aussi. Et c'est assez intéressant parce que alors là, c'est vraiment joli. C'est-à-dire que à J7, si tu as moins de 3 ml kg, moins de 2,5, ça risque d'être plus long que les autres. Et ça ne sort plus après, mais parce qu'il y a moins de patients. Mais on voit que même à J14, 3 ml kg de VT, ça semble être associé à une ECMO qui va être plus longue. La FiO2 aussi, elle sort, c'est pareil. On n'arrive pas, et même c'est pire, ils sont encore sous 100% J14. Et la FiO2 membrane, bon, voilà, ça sort parce qu'il y a des grands écarts, mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à baisser, quoi. On n'a pas réussi à baisser sur le respirateur, donc globalement, on n'arrive pas à baisser les apports d'oxygène, et à J7 et à J14. Alors, la spécificité de ces ECMO, c'est que dans la base, on a aussi toutes les complications hémorragiques et infectieuses, donc on a regardé. Et là, c'est assez édifiant, et c'est ce que nous parlait dans les papiers, c'est qu'ils saignent beaucoup plus souvent, et qu'à tous les sites, les canules, le tube digestif, l'ORL, le pulmonaire, tout est très très significatif, et même si on ne regarde pas le P, mais on regarde juste les pourcentages, on voit que c'est flagrant, c'est-à-dire que c'est des ECMO qui sont compliqués à gérer. Et ils s'infectent. Et je vous ai mis en rouge celui-là, ils ont quasiment tous, 80% de ces patients, ils vont faire une PAVM. Alors est-ce que c'est la PAVM qui prolonge l'ECMO, ou est-ce qu'il a l'ECMO parce qu'il a une PAVM, on ne peut pas dire, mais c'est quand même... moi, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à un tel chiffre. C'est-à-dire que 80%, globalement, ils ont tous fait une PAVM pendant leur run d'ECMO. Alors, en conclusion, ce qui est assez difficile avec les ECMO longue durée, c'est que déjà, c'est hétérogène parce que la définition, elle a changé 3 fois en 6 ans. Donc, on parle pas tous de la même chose. On a des petites populations en pédiatrie, du coup, on met tout dedans. Donc, c'est assez difficile. Il y a du cardio, il y a du SDRA, il y a du VV, il y a du VA. Donc, c'est assez difficile à interpréter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué à gérer en termes hémorragiques. Ils saignent plus. Je ne vous ai pas mis les chiffres de consommation de produits sanguins, mais ils coûtent plus cher aussi. C'est-à-dire qu'ils coûtent très cher en consommation de produits sanguins. Ils s'infectent beaucoup, de par la sévérité de leur maladie, l'immunodépression induite par l'ECMO qui, en plus, dure longtemps. Nous, le suivi, j'ai marqué suivi variable, c'est vrai que c'est exactement... Oui, il y en a qu'on sèvre d'ECMO, on est super content quand on a sevré, on en a sevré à 83 jours ou 80. On est super content, mais la qualité de vie sur le long terme, il va falloir les voir maintenant, parce qu'on a une consulte de suivi depuis 1 an, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais ils ne sortent pas totalement indemnes, ne serait-ce que déjà physiquement et psychologiquement de ça, donc il va falloir les suivre, et c'est exactement ça, ils survivent, oui, mais à quel prix ? Alors il y a des Calix, pour ne pas le citer, lui c'était 3 mois d'ECMO, il va plutôt bien sur le plan général. Il y en a d'autres qui sont encore traumatisés, y compris les parents. C'est-à-dire que là il y a aussi les parents à gérer, il y a des parents qui sont complètement traumatisés de leur expérience. Donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que techniquement maintenant
on peut faire des ECMO longues, hein, les circuits tiennent très longtemps, on a l'habitude, on en fait beaucoup, donc ce n'est pas un problème. Par contre, il faut savoir où est-ce qu'on va derrière. Et c'est là pour ça que je me suis permis de mettre, est-ce qu'il y a une place pour des centres référents pour ça? C'est-à-dire que l'ECMO de 5 jours, c'est peut-être plus facile à mettre un peu partout. L'ECMO de 80 jours, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et donc peut-être qu'il y a une place pour certains centres référents là-dedans. Et pour reparler du cut-off, je ne vais pas vous donner, nous il n'y en a pas. Et pareil, on va voir l'évolution du patient et on essaie d'en discuter. La première semaine, on ne se pose pas trop de questions en général, sauf défaillance multiviscérale. Et au bout de 15 jours d'assistance, on valide qu'on continue. C'est exactement la discussion. C'est ce qu'on est tous d'accord que là, ça fait que 15 jours, mais que quand même, il n'a pas récupéré. Est-ce qu'on continue? Alors nous, on ne donne pas 15 jours en plus. En général, c'est une semaine. Et toutes les semaines, on va se poser. Pas forcément très longtemps, mais juste, on est toujours tous d'accord. Il peut toujours récupérer. Oui, OK, on continue. Mais, et après, voilà, il n'y a pas de cut-off, je dirais. C'est sûr qu'à 28 jours, c'est avant que je regarde, hein, mais intuitivement, nous, on avait tendance à se réunir entre 21 et 28 jours. Alors, sans avoir la définition en tête, on disait qu'au bout de 3-4 semaines d'ECMO, si le VT est toujours nul ou à moins d'un ml kilo, il faut parler de la greffe parce que l'ECMO très longue durée, ça nous avait marqué, parce qu'on l'a proposé à la greffe et quand on dit c'est trop tard, on s'est dit mince, on est passé à côté de quelque chose, il a 14 ans, on a raté quelque chose. Donc c'est vrai que maintenant aussi, on s'astreint à en discuter tôt. Il nous dit c'est beaucoup trop tôt, mais c'est une rigueur. C'est-à-dire que maintenant, il faut les lever, il faut faire la kiné, puis il faut appeler les transplanteurs. Et puis il faut les alimenter, et puis voilà. Et on est très rigoureux. Et les ECMO de longue durée, ça apporte une rigueur sur le reste. Ce que je dis aux internes, c'est les tuyaux, c'est pas compliqué. Par contre, la nutrition, la sédation, les infections, tout ça, il va falloir tenir sur la durée, et ça, c'est hyper important. Et je crois que c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a un suivi particulier au niveau nutritionnel de ces patients-là? On a du mal. Il y a Sandrine Jean qui est partie. Sandrine Jean, elle essaye de nous mettre sur les pancartes les objectifs caloriques au mois. C'est-à-dire que pour les patients, elle nous met objectifs caloriques à temps. Et voilà, il n'y a pas un staff de nutrition, il n'y a pas un gastro qui va passer tout le temps. Et on n'est pas encore très très bon, mais on essaye. Maintenant, on se pose la question, c'est qu'on regarde, il a combien de calories? Est-ce que finalement, on ne peut pas mettre un peu plus de diurétique et lui mettre plus de calories? C'est devenu une rigueur. On n'est pas encore très bon parce que ça s'apprend, mais maintenant, ça fait partie de la discussion. On met quoi les amines, on met quoi les antibiotiques, et puis qu'est-ce qu'ils mangent? Une question pratique. Est-ce que tu as un conseil à donner pour s'il faut perdre des fibros, du pulmosine? Est-ce que tu vas voir si les bronches sont bouchées, ou pas? Voilà. Alors on y va, on y va, je regarde Perlu, mais on y va assez régulièrement. C'est rare qu'on n'y aille jamais. Les raisons pour lesquelles on n'y va pas, c'est quand il est tellement instable et qu'on n'a pas un débit d'ECMO suffisant et en fait on n'arrive pas à lui faire la fibro. Mais les dernières, soit ils l'ont de toute façon pour l'identification du germe, si on n'a pas le germe, et souvent on profite pour laver, aspirer, essayer de déboucher. Et il y en a une ou deux, les dernières, qu'on a sevrées après fibro. C'est-à-dire que la fibro a aspiré plein de trucs, ça s'est ouvert, on a profité, on a soufflé dedans, et donc on essaie d'y aller, et on le fait dès que possible. Moi, j'étais pas convaincu au départ. Le poumon, il est blanc, il est dérecruté, le patient, il est malade. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on voit de la radio, et on peut se tromper. D'ailleurs, on se trompe. Et la dernière patiente, on y a été, et on a retrouvé des moules bronchiques qui obstruaient tout. Donc, quand c'est brutal, on peut se dire ça s'est bouché sur quelque chose, mais quand c'est blanc depuis le départ, on ne voit pas trop. Mais il y a effectivement parfois des phénomènes obstructifs qu'on peut lever à la fibro. Et globalement, si on fait attention, les fibroscopistes, ils savent bien faire, ça ne saigne pas trop. Ça peut saigner un peu dans les voies aériennes, mais globalement, c'est pas toujours. En tout cas, on n'a pas eu des syndromes hémorragiques au décours des fibros. Et c'est intéressant ce que tu dis sur et ça revient à ce qu'il disait aussi sur les patients de longue durée. On a l'impression que soit le patient, c'est une courte durée, et donc dans ces cas-là, il y a peut-être un intérêt à le mettre en décubitus ventral, à faire des choses pour essayer de diminuer le nombre de jours d'ECMO. Mais quand il commence à être vraiment long et que la fonction pulmonaire elle est vraiment nulle, en fait, finalement, à part attendre, on n'a pas grand-chose à faire de plus. Et la trachéo, vous le faites à partir de combien? C'est pareil, on n'a pas de cut-off, on n'en fait déjà pas beaucoup. Moi, j'en ai que 3 en tête. Et la dernière qu'on a faite, on l'a faite plus tôt parce qu'on avait été échaudé toujours par le même cas. Le cas d'ECMO longue durée nous a appris beaucoup en termes de timing de proposition à la greffe, de timing de rééducation, de timing de trac. On a beaucoup discuté avec la pitié, justement. Et c'est vrai qu'on les traquait, au bout de 2 mois, on n'en parlait pas, quoi. Ils étaient traqués à 3 mois d'ECMO. Et la dernière, qui était une pneumopathie interstitielle diffuse, elle a été traquée à 1 semaine ou 10 jours d'ECMO.
On change aussi tranquillement nos habitudes. Après, j'ai quand même l'impression que pour certains patients, on se guidait aussi pas mal sur l'évolution du scanner, quoi. On en faisait moins avant, il y a quelques années, et là, on y retournait quand même. Et ça nous donnait pas mal d'indices finalement sur la récupération, même si la ventilation... C'est vrai que nous, le scanner, en général, on y va pour voir s'il n'y a pas de fibrose. Donc on attendait longtemps avant d'y aller. Les premiers, c'était, bon, on est à 3 mois, on vérifie qu'il n'y a toujours rien avant de discuter d'une latte. C'est vrai que maintenant, alors déjà avec l'UMAC, on a l'habitude de bouger, donc il n'y a plus ce stress de va falloir bouger le patient au scanner, c'est plus un problème. Et donc c'est vrai qu'on y va plus souvent, on y va déjà précocement déjà, chose qu'on faisait très peu quand tu étais interne, je pense, c'est que là, c'est assez régulier qu'on branche une ECMO et le lendemain, elle va au scan et on regarde un peu où on en est. Alors, pas toutes, hein, mais avant, c'était 0. Et après, on va voir en fonction de l'évolution. Mais maintenant, ça peut avoir 2-3 scans dans les 15 jours, 3 semaines, c'est pas un problème. Ma question, elle porte sur la greffe pulmonaire. La première petite question, c'est quels arguments vous étaient opposés pour refuser ce patient à la greffe et quelles conclusions en avez-vous tirées pour les patients à venir? Alors, si je me rappelle bien, il y avait globalement 3 gros stops. Il était très dénutri. Et ça allait avec le deuxième stop où on n'arrivait pas à le réveiller. Parce qu'en fait, il était très hypoxique, il n'avait aucune fonction pulmonaire. Et il avait 70 kilos, c'était un ado, mais qui était un gabarit adulte. On tournait à 5-6 litres et on n'arrivait pas. C'est-à-dire que dès qu'on le réveillait, il désaturait, mais on ne pouvait pas le tolérer. Et du coup, il avait eu troisième truc, il a eu du curare très longtemps. Donc pour eux, il avait coché toutes les cases non. C'est-à-dire qu'il avait eu du curare longtemps, beaucoup de corticoïdes, il était multi-infecté, il avait fait une fongémie et 3 PAVM à Pio, et pas de trac, donc pas réhabilité. Donc pour eux, c'était non. Eux, c'est qui? C'était 5 centres. Parce qu'on a appelé partout. Hein, je me demande si on n'avait même pas appelé Marseille. Je ne sais plus, mais on avait appelé, on va les citer, hein, Marine-Lannelongue, Foch, Tenon. On avait appelé 3 autres centres greffeurs, alors je ne sais plus, il me semble qu'il y avait Marseille, et on n'avait eu que des noms. Et parce que je pense qu'il y avait une culpabilité, on y a pensé trop tard, donc on a tout essayé, et on a fini. C'était un grand de 16 ans en plus, hein, donc il avait un gabarit d'adulte. Donc, et c'est vraiment, ça a créé la réflexion en fait. Hein, et c'est vachement intéressant d'entendre ce que disait l'orateur de la Pitié, parce que finalement, il récupère, et en fait, la greffe pulmonaire, on n'a pas envie d'y aller non plus, on préférerait qu'il récupère. Mais de savoir lequel va récupérer, et on peut attendre, et on va passer les complications que tu décris, qui sont quand même plus c'est long, plus il y a de complications, de celui qui ne va pas récupérer, c'est toujours difficile. Et surtout que, peu de temps après, il y a eu le fameux Calix, autre ECMO longue durée. Donc, je crois que c'est à 2 mois, on a appelé les greffeurs. C'était une pleuropneumopathie à Staph doré, je crois, je ne sais plus. Pas de fonction pulmonaire à 2 mois d'ECMO, on appelle les greffeurs, et ils disent attendez, il va récupérer. Donc il n'y a pas de cut-off, je pense qu'il faut le mettre sur la liste, entre guillemets, enfin leur en parler pour qu'ils l'aient en tête, vérifier qu'on est toujours bien dans les clous pour eux, puis après y retourner, quoi. C'est ce qu'ils disaient, on le présente, on le représente, puis soit il a guéri, c'est bon, soit ils sont au courant et on aura l'accord. Et l'autre chose qu'on a tiré de cette histoire, c'est les curares, c'est qu'avant ils étaient curarisés assez longtemps, et par contre ça nous a traumatisé, c'est-à-dire que maintenant c'est cannulé, arrêt des curares, et en fait 90% on les reprend pas, et ça c'est un vrai changement d'habitude dans le service. Ils sont plus curarisés quel que soit l'âge et quelle que soit la maladie. Très bien, merci Jérôme, merci à tous. Merci pour ce club ECMO qui a été vraiment une réussite, et pour la qualité des orateurs. Et puis si vous me permettez de vous joindre à moi pour faire des applaudissements à Philippe Moria, sans qui ce club ECMO comme les autres n'aurait pas eu lieu. Merci à tous et bon retour chez vous.